Bien, bonsoir à tous et merci à Aurélie Martin-Launay du Parc naturel régional de Brière pour cet accueil enthousiaste et ces mots d'introduction. Et merci à vous tous pour cet intérêt au sujet du passage de Laurence d'Arabie en Brière. Je vois que beaucoup d'associations, d'acteurs associatifs sont présents ce soir. Petite question, qui avait déjà entendu parler de ce périple de Laurence d'Arabie ici dans la Brière? Alors, vous pouvez répondre dans la bulle de discussion. Je suis très heureux d'aborder ce mystère de la Rose des Sables à travers le prisme d'une rencontre, le prisme d'un jumelage entre l'homme et la nature. Il est vrai qu'une autre vie s'invente ici en Brière. Et c'est ce prisme du rapport homme-nature qui est un terreau d'aventure et de découverte auquel Laurence d'Arabie était très attachée. Je pense aussi à une autre forme de jumelage. Et là, il faut avoir fait du rugby pour le comprendre. Laurence d'Arabie n'est pas anglais, il est gallois. Il est né à Trémadoc le 16 août 1888 et on a ici, à un niveau régional, beaucoup d'échanges historiques entre le département de Loire-Atlantique et le Pays de Galles. Une dynamique qui pourrait s'appelait interceltique avec beaucoup de communes, de territoires et d'associations impliquées. Et puis ce jumelage des éléments, il est également intéressant vis-à-vis du territoire qui, depuis le 8 août 1461, le duc de Bretagne, François II, a confirmé le droit des habitants des 21 communes d'aujourd'hui à exploiter les marais en propriété indivise. Et ce droit a été exprimé dans la devise « Briéron, maître chez toi ». Alors, gérer un espace, exploiter ses ressources, inévitablement en Brière, amène à s'intéresser à la ressource en eau, à la vulnérabilité, mais aussi à la résilience du territoire. Et ce jumelage des éléments est extrêmement intéressant entre le marais de Brière et la Rose des Sables. Vous avez ici à l'écran l'exemple d'une Rose des Sables monumentale à Doha, au Qatar, qui a été imaginée par Jean Nouvel et ses ateliers. Cette Rose des Sables émerge aujourd'hui d'un désert qui s'est aventuré sur la mer. Je reviens d'expatriation dans le Golfe Persique et j'ai eu la chance d'assister à l'inauguration de ce musée à Doha en 2018 et qui a vocation à concurrencer le Louvre à Abu Dhabi, qui a été aussi réalisé par Jean Nouvel. Et sur cette image, vous avez une représentation unique d'une Rose des Sables qui met en scène une architecture auto-créée par la nature, par le vent, les embruns, le sable et les millénaires. Alors, beaucoup de délégations d'architectes s'étaient déplacées pour le lancement de ce musée dans une région où l'influence américaine est très forte. Et cela a été pour moi une découverte assez fascinante et j'ai voulu mener des recherches pour retrouver des choses à propos du périple que Laurence d'Arabie a voulu entreprendre en Bretagne, historique, et en particulier de cette quête de la Rose des Sables qui a germé. Alors son symbolisme reste aujourd'hui encore très fort et suscite beaucoup d'imagination et de créativité de la part de grands architectes. La Brière a bien sûr elle aussi des artistes, des potiers céramistes, des intellectuels tournés vers l'Orient,
La particularité de ces recherches, c'est qu'on touche à une période de la vie de Laurence d'Arabie qui est très largement méconnue. On a tous en mémoire ces grandes aventures en Orient qui ont été très largement médiatisées au cinéma. Est-ce que certains d'entre vous ont vu le film? Certainement, je vous laisse y répondre dans la capsule de discussion. Ce film narre des aventures en Extrême-Orient aujourd'hui très célèbres, mais finalement, on en sait très peu sur la période antérieure de sa vie, qui est sa jeunesse. Et ce qui rend l'exercice assez délicat, mais à la fois extrêmement stimulant, puisque, je vais y revenir, il a développé certainement de grandes qualités d'endurance, ici en Loire-Atlantique, et qui marqueront par la suite sa personnalité de jeune aventurier. Et donc, ce qu'on sait, et qui est très parcellaire, c'est qu'il est venu en Bretagne à plusieurs reprises avec un vélo de course pour étudier à la fois l'architecture défensive de fortification ainsi qu'un certain nombre de reliques reliées aux croisades. Et donc, ce que je vous propose de présenter n'est pas un travail universitaire, n'est pas un travail d'historien, c'est tout simplement un travail d'enquête de passionné pour retrouver des choses sur ces traces. Je vous invite vous-même à réagir si vous avez des réactions. Je sais que le temps d'attention s'amoindrit en visioconférence sur Zoom, mais n'hésitez pas à faire remonter des intuitions ou des idées que vous pourriez avoir. Alors, encore une fois, il y a peu d'éléments qui soulignent des choses précises, détaillées, sur son passage ici en Brière, et donc on navigue sur une période assez méconnue de sa vie, mais pourtant extrêmement structurante par la suite, que ce soit sur le plan physique ou mental de ce jeune aventurier. Et ce qui a notamment permis de relancer les recherches, c'est un appel dans la presse et dans les médias. Il y a à peu près une dizaine d'articles dans les colonnes de différents journaux dans Ouest France pour lancer des appels aux lecteurs et identifier des érudits locaux, des sociétés d'histoire, des sociétés savantes qui auraient connaissance du passage de Laurence d'Arabie, d'abord à Dinard, mais aussi plus largement dans le cadre d'un vaste périple en Bretagne historique. Et un certain nombre de retours ont permis d'identifier des lettres, notamment à sa mère, mais également des croquis, des échanges qu'il a pu avoir tout au long de son périple. Et il est vrai que ce travail de mise en réseau des informations disponibles a permis de retrouver des attaches assez anciennes. Alors, le point de départ de Laurence d'Arabie, ce sont des séjours d'enfance. Petite question, avez-vous déjà parcouru le circuit Laurence d'Arabie de Dinard? C'est une promenade que je vous recommande, qui a été créée à l'initiative de la mairie de Dinard et qui offre aux promeneurs la possibilité de retrouver les différentes villas de villégiature où il a passé des vacances, étant enfant au contact d'une communauté britannique qui était très présente sur la côte d'Émeraude, mais qu'on connaît aussi parce qu'elle a fait la Baule. Elle a aussi été très présente en presqu'île guérandaise et même, je pense, aussi à Saint-Nazaire, terre de naissance du Queen Mary II. Mais à travers ces recherches, j'ai voulu aller plus loin et dépasser le cadre de séjours d'enfance en station balnéaire, en explorant une autre phase de sa vie
qui sont ses années d'adolescence, ces années d'étudiant où il développe un caractère extrêmement entreprenant, puisqu'il décide d'entreprendre, dans le cadre de son cursus en archéologie à l'université d'Oxford, d'abord au Jesus College et ensuite au Magdalen College, d'entreprendre un Tour de France en 1907. Ce Tour de France va donner lieu à un travail de recherche qui va donner suite à une thèse et qui sera extrêmement bien accueillie à l'université d'Oxford. Il est possible de retrouver en anglais ce travail de recherche qui a été effectué. On peut accéder à beaucoup de ressources en ligne sur des éléments qu'il a produits, en partant d'une approche extrêmement novatrice, puisqu'il a voulu comparer l'architecture défensive des châteaux et de fortifications en Occident et l'architecture militaire déployée par les croisés en Orient. C'est cette approche comparée qui va être extrêmement bien accueillie à l'université d'Oxford. Et donc, en comparant les techniques de construction, il arrive à des conclusions intéressantes sur les dépenses castrales, où il remarque dans les pays du Levant qu'on utilise très peu de bois en raison de la rareté des ressources. Et je crois que c'est un clin d'œil extrêmement intéressant ici en Brière, où la sauvegarde de l'environnement est un élément extrêmement fort de la philosophie du parc, du rapport qu'on entretient à la nature et à sa résilience. Alors, Laurence d'Arabie développe un œil extrêmement alerte, extrêmement curieux sur des cultures et sur des techniques de construction qui sont très différentes, et ce qui dénote une grande curiosité et une grande ouverture d'esprit à l'issue de ce premier travail de recherche présenté à l'université d'Oxford. Il va choisir un nouveau sujet qui va être consacré par la suite à la poterie médiévale vitrifiée au plomb. Au final, ces différents travaux qu'il a construits sur une observation directe du terrain est intéressante parce que la Brière invite ses visiteurs à aussi découvrir le territoire, à s'approprier sa faune et sa flore. Et cette observation directe du terrain a joué un rôle de construction, de qualité d'opiniâtreté, de détermination dans les objectifs que Laurence d'Arabie a voulu se fixer. Alors, je vous propose d'aborder ce premier Tour de France qu'il a réalisé en solitaire. Il existe un ouvrage qui a été réalisé par un historien et qui a cartographié l'ensemble des étapes qu'il a réalisées. Vous avez ici une liste qui n'est pas exhaustive, mais qui permet de faire prendre conscience la diversité de son périple. On en a très peu parlé en France, mais je précise qu'il y a eu un centenaire très récent, en 2007, qui a été célébré de l'autre côté de la Manche, où des Britanniques ont voulu marcher sur ces traces et retrouver notamment les différentes étapes de son périple. J'ai mis en rouge, en haut, un point de départ, qui est le port du Havre, et il va descendre très au sud, puisqu'on a retrouvé des choses sur son passage à Aigues-Mortes. Et puis, il descendra à l'extrémité sud pour atteindre en rouge Narbonne, où il s'intéressera au patrimoine salin, à la richesse du sel, qui est bien entendu un élément très fort du territoire, ici en presqu'île guérandaise. Et puis, comme vous le voyez, il va aussi remonter par le sud-ouest en s'arrêtant sur le Gers.
il va traverser la région centre, l'Anjou, Angers, Saumur, Fontevraud. Fontevraud qui est bien entendu célèbre pour son abbaye royale, l'abbaye royale de Fontevraud. Laurence d'Arabie marchait bien évidemment dans sa quête des croisades sur les traces de Richard Cœur de Lion, figure bien connue en Anjou, mais bien au-delà avec sa relation avec Aliénor d'Aquitaine. Et enfin, vous retrouvez en jaune des étapes en région Bretagne. Alors, cette première cartographie est un premier élément de ce premier Tour de France en 1907. Il y en aura d'autres et je vais revenir un peu plus loin sur la Brière. J'ai mis en vert une commune de Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Chalut, dans le département de la Haute-Vienne, où effectivement une découverte a été réalisée par la Société d'histoire et d'archéologie du pays de Chalut, qui a été très active sur le sujet et qui a aidé un journaliste australien qui était de passage dans la région. Et donc, sur ce croquis, qui a été retrouvé sur place, vous pouvez retrouver le parcours extrêmement riche, les nombreuses cités forteresses, cités de caractère qu'il a voulu visiter jusqu'à Lannion, Tréguier et Guingamp. Et c'est un croquis qui a été retrouvé dans un hôtel où il a fêté ses 20 ans et qui s'appelle l'hôtel du Midi. Alors, je vous propose de rentrer dans le détail un peu plus approfondi de ces étapes en Bretagne, Bretagne historique, avec quelques anecdotes. Souvenez-vous, on a parlé de Dinard, de ses séjours d'enfance, et lorsqu'il est étudiant, il se rend, sur sa propre initiative, découvrir notre région. D'abord aux portes de la Normandie, en baie du Mont-Saint-Michel, à Fougères, sur les marches de Bretagne, à Dinan, ensuite à Lamballe, capitale du Penthièvre, à Saint-Brieuc, à Paimpol, à Lannion, à Guingamp, Dinard et Saint-Malo. Alors, on va parler de Brière un tout petit peu plus tard, mais à partir de là, comment avoir le détail de ce qu'il a fait, là où il s'est arrêté, qui il a rencontré et dans quel hôtel il s'est arrêté. Alors, à ce stade, l'enquête reste toujours ouverte. Si vous avez des informations auprès d'archives, de communes avec lesquelles vous êtes en lien, vous pouvez aussi faire avancer ces recherches. Il y a un élément intéressant qui sont des lettres extrêmement précieuses qu'il a écrites à sa mère et qui ont permis d'en savoir plus sur son parcours. Vous avez, par exemple, l'exemple d'une correspondance adressée lorsqu'il était de passage dans la baie du Mont-Saint-Michel, où il a dormi dans une auberge dont le nom est bien connu de tous. Il s'agit de l'auberge de la Mère Poulard. Je crois que le monde a entendu parler de cette auberge et de son omelette, mais on pourrait tout à fait, dans le même esprit, retrouver des choses de son passage à Guérande, à Asserac, à Herbignac et voire même au château de Landieul. Alors, quelque chose d'assez touchant, il a écrit une lettre le 26 août 1906 à sa mère, où visiblement, il fait partager dans sa correspondance un petit coup de cœur, puisqu'il écrit « Je suis tombé amoureux de Dinan et de la Rance qu'il compare aux rives de la Tamise, ainsi qu'aux berges de l'Isis, qui est une célèbre rivière au nom orientaliste, empruntée par les courses d'aviron
de l'université d'Oxford. Quand on pense à la présence britannique dans la région, alors on pense souvent à Dinard, mais il y a eu une communauté importante à Dinan, avec des noms de rues, et même à l'instar de Saint-Briac, un golfe qui avait été créé, mais qui n'existe plus aujourd'hui. De la même façon, je pense qu'on pourrait trouver des choses en sondant la communauté britannique qui a construit les débuts de la station balnéaire de La Baule. Et donc, sa quête orientaliste l'a amené à aussi s'intéresser à des éléments du patrimoine. Patrimoine breton, notamment la basilique Saint-Sauveur, édifiée par un seigneur de Dinan, parti en Terre Sainte, qui avait fait le vœu d'édifier une église s'il revoyait un jour son pays. Alors, à Guérande, les Templiers ont eu un rôle extrêmement important dans les croisades et je pense qu'ils ont laissé aussi des témoignages extrêmement intéressants, en particulier à Asserac. Alors, le pays d'Inan est un trait d'union intéressant puisqu'il reflète aussi l'âge d'or breton du commerce des toiles de lin, avec l'Argoat qui les fabrique et l'Armor qui les exploite. Et donc, il y a eu des échanges très riches avec le reste de l'Europe, y compris avec des communautés marchandes du Levant et notamment les communautés juives. Cette prospérité a amené aussi des coalitions ambitieuses avec le commerce du sel. On retrouve aussi dans ce contexte l'émergence de cités marchandes très indépendantes, avec bien souvent un beffroi qui est un grand symbole médiéval de pouvoir temporel et sonore, puisque la ville est en capacité de gérer elle-même le son des cloches et donc on maîtrise le temps. Une autre découverte intéressante, c'est une innovation qui est venue des croisades. C'est une fleur d'Asie qui a été importée d'Orient pendant les croisades et favorisée par Anne de Bretagne. C'est la fleur de blé noir. Vous avez ici une forêt, une photo prise dans une forêt avec le pardon des fleurs de blé noir à Dinan, avec la reine des fleurs de blé noir, mais également la reine des fleurs d'Ajon, qui vient de Pont-Aven, la cité des peintres. Et comme vous avez pu le voir sur la carte, Laurence d'Arabie a aussi sillonné, lors de son périple, une partie des Côtes d'Armor. Alors après un passage dans le Penthièvre, où il était désireux d'observer des forteresses qui ont joué un rôle pour défendre des cités marchandes, il y a ici l'exemple de Montcontour, le château de la Hunaudet. Si on regarde l'île-et-Vilaine, avec bien entendu les marches de Bretagne, le château de Fougères, qui intéressa aussi l'attention de Laurence d'Arabie, qui est un espace frontière très important, ces fameuses marches de Bretagne. Alors, parallèlement à l'étude de fortification, d'éléments d'architecture défensive, Laurence d'Arabie va aussi explorer des éléments beaucoup plus immatériels, propres à notre région en Bretagne historique, à travers des innovations, des transferts de connaissances, des transferts d'un certain nombre d'objets, de symboles qui auraient été rapportés d'Orient et dispersés en Occident. La recherche de ces symboles intéresse déjà au XVIIIe siècle un certain nombre de clubs de réflexion, des clubs philosophiques, des sociétés savantes, en particulier à l'époque des Lumières.
L'orientalisme est en plein essor et en particulier une certaine Madame de Lamballe va jouer un rôle extrêmement actif sur ces sujets. Alors la thématique de la Rose des Sables fait aussi écho sur un plan spirituel à des représentations religieuses pour des pèlerinages. C'est un thème qui va être repris dans des grandes familles. Je pense en particulier à des grandes familles de botanistes, de grandes familles de créateurs. Aux portes de la baie du Mont-Saint-Michel, je pense à la famille Dior, et en particulier au jardin Madeleine Dior, sa mère, la mère du créateur. Et son fils Christian Dior a beaucoup utilisé les roses dans ses créations. C'est quelqu'un de très superstitieux qui mettait des gris-gris, des talismans dans ses poches. Alors aujourd'hui, cette rose des sables réapparaît dans le travail de grands architectes. Vous avez ici l'exemple d'un chantier d'une rose des sables monumentale à Doha, au Qatar, qui a été inauguré en 2018. Et ce chantier a été titanesque, a eu beaucoup de retard et a pris de nombreuses années, notamment avec ces disques qui apparaissent au milieu de l'ancien palais de la famille régnante Al Thani, avec sur la photo un palais en forme plutôt rectangulaire qui s'appelle le Diwan, qui en arabe veut dire le cabinet royal. Alors, malheureusement, ma présentation est quelque peu incomplète parce que, je l'évoquais en introduction, la période de la jeunesse de Laurence d'Arabie est une période largement méconnue. C'est celle d'un aventurier, c'est celle d'un solitaire et c'est celle d'un explorateur, mais surtout d'un jeune inconnu qui, à l'époque, visite la France comme n'importe quel visiteur. Et donc, il reste encore beaucoup de choses à trouver, d'autres étapes à identifier, d'autres mystères et trésors à capter. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a bien sûr la question des Templiers. Il va beaucoup s'y intéresser, notamment en visitant la forteresse royale de Chinon, où beaucoup ont été emprisonnés. Les Templiers ont eux aussi joué un rôle très important à Asserac et à Guérande, ici en Loire-Atlantique. Alors, les Templiers joueront un rôle fondamental pour le financement des croisades à travers le développement du vignoble, mais il y a aussi certainement des éléments qu'on pourrait retrouver notamment avec le commerce du sel. Alors, quid de la Brière? Je vous propose de vous rapprocher de ce parc naturel régional de Brière. J'ai parlé du travail de Laurence d'Arabie de recherche sur les croisades. On pourrait penser qu'une page de sa vie se tourne, et pourtant, il se choisit un nouveau sujet. Ce sujet porte sur un savoir-faire qui est la poterie médiévale vitrifiée au plomb. Ce travail de la poterie, ce travail des potiers est un univers qui est étroitement lié à un artisanat extrêmement riche en Brière, mais aussi dans ses alentours. Herbignac, à travers le village de Landieul, fut un berceau historique de cette activité à travers un lieu qu'on a appelé la lande des trous à peau, où une batterie de plusieurs fours fut défrichée lors de l'aménagement des marais. Marais qui seront aussi aménagés lors de la construction et l'émergence de stations balnéaires autour, bien sûr, de la Baule, avec des projets immobiliers d'avancement sur la mer
qui amèneront des recherches archéologiques, un travail mené pour aménager également les marais et la presqu'île de Guérande tout autour. Alors, il y a aussi des artistes qui ont aussi mis en valeur cet héritage. Et le plus célèbre d'entre eux, c'est Mathurin Méheut. Vous avez ici deux belles œuvres, l'une qui représente une étape de fabrication et l'autre qui représente un marché et qui souligne en tous les cas le grand savoir-faire. Laurence d'Arabie aurait sans doute parlé, s'il était en Orient, d'un commerce caravanier. En tous les cas, la Brière a sans doute été un carrefour de relations avec des cités marchandes, avec des marchés d'artisanat, des ateliers qui ont fait vivre cet élément du patrimoine. Et sur ces deux activités, Laurence d'Arabie se serait intéressée à la grande richesse de cet artisanat, à savoir ses ateliers, ses marchés, ses lieux d'échange. L'univers de la poterie se révèle aussi avec un certain nombre de corps de métier. Corps de métier qui ont aussi développé des échanges riches avec l'Orient. Ce sont des métiers de céramique, ce sont des métiers de verrerie. Le travail du verre a aussi beaucoup intéressé Laurence d'Arabie, qui a très vite compris que la céramique, que la poterie médiévale vitrifiée au plomb et le verre auraient un intérêt dans des techniques d'accastillage, dans la haute technologie navale. Et sur la céramique, bien entendu, il y a eu des partages de connaissances et des transferts d'innovation. Alors, sur ces échanges créatifs, beaucoup de capitales régionales ont joué un rôle de dialogue interculturel. Il y a eu Guérande, mais aussi Rennes, également Reims, la cité des Sacres, et aussi la ville de Metz, qui était une ville d'empire avec les Allemands qui ont imprimé une grande marque dans l'urbanisme de la ville. Alors, il y a un exemple assez fort de ce dialogue créatif et interculturel et qui concerne ces trois villes, c'est Blida, sur le travail du verre. Blida désigne à la fois une ville à une 50aine de kilomètres d'Alger et qui a été un carrefour dans la transformation d'un savoir-faire en matière de verrerie. Il existe encore aujourd'hui des maîtres verriers en Loire-Atlantique et l'exemple du Blida est intéressant dans le processus de fabrication et de transformation. Ce sont des grandes familles locales qui se sont intéressées à cette transformation, notamment du côté de Reims, et je pense en particulier aux Ruinards, aux Mouettes, aux Tétingers, ces grandes familles qui ont fait la réputation du champagne à travers leur grand savoir-faire et leur ouverture également sur l'orientalisme. Les grandes familles du Champagne, je le cite, ont aussi transformé un savoir-faire pour fabriquer des petits verres à thé qu'on a appelés les blidas, en référence à la ville éponyme qui était le grand centre d'exportation vers l'Afrique du Nord et le Proche-Orient. Cette production a aussi malheureusement connu des revers et rapidement des artisans, des vignerons ont récupéré ce verre pour y développer d'autres usages. En tous les cas, ce clin d'œil est extrêmement intéressant par rapport à l'économie circulaire, par rapport à la façon dont la Brière peut aussi explorer des matériaux biosourcés. Alors, dans le grand livre des humains, et là j'approche de la fin de cette présentation, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui nous faire réfléchir ensemble à de nouvelles dynamiques qui pourraient valoriser cet orientalisme? J'ai préparé cette conférence avec le soutien de beaucoup d'associations, des associations de jumelage, des historiens, des sociétés savantes,
des acteurs rennais, des acteurs nazériens, des acteurs du territoire ici en Brière, et je voudrais les remercier pour leurs conclusions qui ont été extrêmement intéressantes pour explorer la préparation de cette conférence aujourd'hui en Brière. Alors, comme Laurence d'Arabie, en conclusion, que je dédie à tous ces acteurs de la Bretagne historique, mais aussi d'ailleurs, au-delà des océans, à Oxford et ailleurs, la Rose des Sables nous invite, comme Laurence d'Arabie, à être des aventuriers. Explorez la Bruyère, soyez des visiteurs de cet endroit, curieux, alertes de ces nombreuses découvertes. La Rose des Sables et tout le mystère qui l'entoure laissent, à mon avis, pour la Bruyère, 4 grands enseignements. Il y a, je pense, un premier volet qui est le respect de la création. C'est assez unique que des architectes, des aventuriers qui se soient intéressés à ce cristallin qui pousse dans le désert et indirectement est exprimé finalement une forme d'attachement pour des voyageurs, des visiteurs qui ont bien compris l'importance de l'environnement. Le deuxième enseignement, c'est le lien avec la fragilité. Lien avec la fragilité, la Rose des Sables est un cristallin qui prend naturellement la forme d'une rose. Et ce lien avec la fragilité rentre aussi en écho avec l'histoire et les aventures très complexes que Laurence d'Arabie a vécues ici en Bretagne historique et plus tard au Proche-Orient. Troisième enseignement, la transition entre les générations et les jeunes générations en particulier. Transmettre le patrimoine, transmettre le monde, c'est assez impressionnant la grande minutie avec laquelle Laurence d'Arabie a voulu explorer toutes sortes de puzzles, d'énigmes qui nous permettent d'illustrer aussi le passage de témoin entre notre territoire, ici en Brière, et le Grand Orient. Enfin, quatrième enseignement, j'appelle cela favoriser la ressemblance à l'exemplarité. D'une certaine façon, cette quête de la Rose des Sables a alimenté une recherche spirituelle, une recherche de savoir, en tous les cas, une recherche de connaissance. Et je pense que l'environnement de Brière nous invite justement à remettre en question ce prisme homme-nature, à interroger notre place dans le monde. Alors, dans les interrogations qu'on peut avoir aujourd'hui sur ces formes de valorisation qui pourraient mettre en avant, mettre en valeur les traces du passage de Laurence d'Arabie en Brière, beaucoup d'idées restent ouvertes. Il y a peut-être l'idée d'un herbier imaginaire qui pourrait valoriser ce grand dessin orientaliste, qui pourrait aussi être relié à d'autres initiatives déjà existantes en presqu'île guérandaise, mais aussi à La Baule, à Saint-Nazaire ou encore dans le secteur de Pontchâteau. En tous les cas, le débat reste largement ouvert. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention, votre assiduité pour suivre cette visioconférence et je vous propose d'ouvrir maintenant les échanges avec vous tous. Merci pour votre attention. Et des remerciements, bien entendu, aux organisateurs. Je voudrais adresser mes vœux de remerciement à Aurélie Martin-Launay, qui a été d'une aide extrêmement efficace pour présenter et préparer l'ensemble des supports et des outils pour faire vivre cette conférence. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des partenaires, des collectivités, des associations, des sociétés savantes qui ont été aussi
une force de proposition et je dirais même un laboratoire d'idées. Et je suis très heureux de faire vivre la somme de ces idées ce soir en Brière avec vous tous. Alors, si vous souhaitez réagir et faire part de questions, il y a une bulle de discussion dans laquelle vous pouvez écrire vos questions. Alors, je vois que nous avons des participants d'Oxford, des participants de Guérande, de La Brière, bien entendu, de Saint-Nazaire, de Nantes. Je vois aussi des participants rennais, de Saint-Malo, de Dinard. Écoutez, merci à tous pour votre attention. Les questions seront aussi valorisées par la suite. Cette visioconférence est enregistrée. Elle donnera lieu à une restitution vidéo qui permettra en tous les cas aux visiteurs de Brière de découvrir peut-être le travail des potiers, peut-être ce savoir-faire de la poterie médiévale vitrifiée au plomb. Le plomb a disparu bien entendu des usages, mais la marine britannique s'en est aussi beaucoup intéressée dans ces techniques d'accastillage. On a dans le bassin industriel de Saint-Nazaire un grand savoir-faire qu'il faut aussi sans doute relier avec les connaissances de notre territoire et le patrimoine millénaire qui a rythmé les échanges entre les hommes et la nature. Je crois que cette dimension d'économie circulaire fait vraiment sens. Elle fait sens à la fois pour la Loire-Atlantique, mais pour le reste de la Bretagne historique. Et puis, peut-être d'autres pistes de travaux sont aussi à explorer avec le château de Landieul, à l'échelle plus large du territoire, avec les intercommunalités, avec Cap Atlantique, le travail sur la valorisation des ressources de la mer, le travail aussi des marais. C'est aussi ce lien médiéval, qui est un prisme à la fois historique, mais un prisme de l'innovation, qui nous amène à être extrêmement ouverts et à voir ce voyage dans l'espace et dans le temps qui est extrêmement porteur pour regarder l'avenir, regarder l'actualité des frontières, parce que Laurence d'Arabie est venue aussi dans notre région, peut-être se former à l'immense complexité du monde, au passage aussi peut-être extrêmement délicat du dialogue des cultures, du dialogue des civilisations, et c'est aussi un élément qui est sans doute un axe de recherche à développer avec vous tous. Je suis très sensible à votre participation et vous inviter à sensibiliser autour de vous des comités de jumelage parce que Laurence d'Arabie a laissé aussi beaucoup de choses à Oxford et en fait, c'est là qu'on peut trouver probablement beaucoup de secrets qui auraient justement peut-être développé des témoignages qui nous permettraient de mieux connaître la grande richesse de notre territoire, le passage de voyageurs, le passage d'aventuriers, qui apporte un œil en fait très très différent de ce qu'on peut avoir autour de nous. Le parc de la Brière accueille des visiteurs et c'est sa vocation historique de continuer justement à s'approprier ce prisme, le prisme du rapport homme-nature. La poterie médiévale vitrifiée au plomb, excusez-moi, est bien entendu partie intégrante de ce grand savoir-faire des potiers. Et j'invite également les artistes à peut-être s'intéresser à ce sujet, des porteurs de projets innovants qui voudraient aussi peut-être mettre en valeur cet écrin. Si nous arrivons ensemble à trouver des liens, des complémentarités, des conjugaisons, je crois que ce savoir-faire des potiers, des artisans, aurait tout à fait un lien utile à l'environnement de notre territoire. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention et merci encore pour votre participation. Les slides seront disponibles sur Internet, sur YouTube, et vous pouvez vous rapprocher du parc naturel régional de Brière si vous souhaitez
recueillir les planches de cette conférence. Également, cette conférence a été aussi présentée à la MIR, la Maison internationale de Rennes, et vous pouvez à ce titre vous rapprocher d'eux si vous souhaitez avoir les planches. Merci à vous et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation.